C'est à Victoria, en Colombie-Britannique, qu'est préservé l'art unique exercé par les Indiens de l'Ouest canadien. Et les totems constituent la principale attraction du parc Thunderbird, surtout pour les enfants. C'est une occasion rêvée d'apprendre à connaître les premiers résidents de la province. Et nombreux sont les écoliers qui profitent joyeusement de cette leçon d'histoire inusitée. Dans le parc, la reconstitution d'une maison communale indienne. Et voici David Quackuttle, dont les ancêtres construisaient des demeures identiques. Il vient souhaiter la bienvenue aux visiteurs. Le feu rituel est allumé. David en profite pour donner une trempe nouvelle à la lame de son couteau, cette lame qu'il mettra bientôt à contribution pour sculpter d'autres totems. Car David est l'associé de son père, le chef Mongo Martin, dernier survivant des grands sculpteurs indiens. C'est dans son atelier qu'on apporte les vestiges délabrés de toute une tradition, tel ce vieux totem, taillé dans un pin séculaire, battu et rebattu par les vents de l'île de Vancouver. Mongo Martin l'étudie avec un soin minutieux. Puis, dans un bois traité pour durer indéfiniment, il en sculpte la réplique fidèle. Les totems ne représentent pas des dieux primitifs comme l'ont cru les premiers explorateurs blancs. Ce sont des monuments, symboles de puissance et de richesse. Pour les reproduire, le chef respecte la méthode de ses pairs. Il emploie des outils faits à la main, ciseaux, doloirs et gouges de formats différents. Ici, pas de machine. Dans l'après-midi, une visite. C'est Tony, petit-fils de Mongo Martin. Il ne tarde guère à donner son avis au maître sculpteur. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche par là? Le chef s'en assure aussitôt, mesure, vérifie, pour découvrir avec bonne humeur qu'il s'agit d'une plaisanterie. En sortant de l'école, Tony préfère l'atelier à toute autre distraction. Quel endroit fascinant! Tout ce bois qui sent bon, ces outils bien astiqués, ces pots de peinture aux vives couleurs. Encouragé par grand-père, Tony se fait la main. Une petite pagaie indienne, car il est encore un peu jeune pour s'attaquer à un totem de 65 pieds, ou à la sculpture compliquée d'un masque de cérémonie. Le chef Mongo Martin est heureux d'enseigner à son petit-fils un art qui tend rapidement à disparaître. Il espère qu'un jour, l'enfant maintiendra les traditions de famille, préservant pour la postérité le passé des Indiens de Colombie-Britannique, nouveau maître après lui des anciens dieux. Sur les rives du Saint-Laurent, dans la province de Québec, un village typiquement canadien-français, Saint-Jean-Port-Joli, berceau de la famille Bourgault. Les enfants Bourgault poursuivent l'œuvre de leur père, André Bourgault, maître sculpteur sur bois. Devant la boutique, des personnages taillés sur le vif témoignent de l'activité artistique exercée à l'intérieur. De son vivant, lorsque Bourgault travaillait dans son atelier, il aimait à être entouré de ses nombreux enfants, ses apprentis, ses compagnons. Son fils Roger semble avoir tout particulièrement hérité du talent et de la patiente habileté qu'exige un art minutieux. Et même les plus jeunes, Dominique, Francine et Céline, ont montré très tôt de nettes dispositions. Ces petites filles manient le ciseau comme d'autres enfants manient le crayon de couleur. Statuettes et coupe-papier, voilà leur ABC. L'atelier est un monde à part, affairé, joyeux. Jean-Guy fait preuve d'un zèle malicieux. Margot Leclerc s'occupe à vernir une scène champêtre, tandis que Michel, la fille aînée, colore un patriarche. Tout continue comme par le passé, alors qu'André Bourgault était parmi eux, l'exemple, le maître. Mais Bourgault ne s'est pas contenté d'enseigner son art à ses propres enfants. Il a eu plus de 100 élèves. Grâce au maître et à ses compagnons, Saint-Jean est devenu la patrie des sculpteurs sur bois, la Mecque des touristes. Les visiteurs ne tardent pas à être conquis par la saveur toute canadienne-française des sculptures. Fermiers, à l'œuvre ou en prière, pêcheurs, bûcherons, chasseurs.
gaies évocations des danses carrées du bon vieux temps, et la population du village partage aussi l'orgueil légitime qui vient couronner toute réussite artistique. À Calgary, dans l'ouest du Canada, une bande d'écoliers s'apprête à visiter le zoo de l'île Saint-Georges. Mais pas pour voir ces animaux de tous les jours, lions, tigres ou éléphants. Non, les créatures qui les attirent ont disparu de la surface du globe depuis des millions et des millions d'années. Il s'agit des dinosauriens, ou plutôt de leur reproduction, due à l'habileté de John Canerva. M. Canerva prend plaisir à expliquer en détail comment on fabrique un monstre. Avant de rien entreprendre, il faut avoir sous la main un portrait tout à fait ressemblant. Puis on se met au travail. De la tôle et du fil de fer pour le squelette, du treillis pour les entrailles, du ciment pour la chair. Enfin, une couche de plâtre pour la peau. Voilà. Et maintenant, allons admirer d'autres phénomènes. En théorie, les dinosauriens se nourrissaient exclusivement de feuilles et d'herbages, mais en pratique, ils cherchaient souvent à varier leur ordinaire, en se dévorant les uns les autres. La question était de savoir qui mangerait et qui serait mangé, thème de la dissertation favorite de M. Canerva. Et oui, quand les reptiles dirigeaient le monde, c'était le bon temps. Sur ce terrain d'époque, on rencontre des créatures pour le moins insolites. Plus de 30 monstres squameux, coriaces, armés jusqu'aux défenses. Tous sont l'œuvre de l'imaginatif John Canerva. Il y a une vingtaine d'années, enthousiasmé par un film muet sur les animaux préhistoriques, il se mit à étudier tous les livres de paléontologie qu'il put se procurer. Puis, ayant consacré 5 ans à ses recherches, il réussit à persuader la direction du zoo de l'île Saint-Georges. Il allait fabriquer des reproductions grandeur nature de ses protégés. Aujourd'hui, ces premiers monstres, âgés d'un quart de siècle, sont encore en parfaite santé. L'Ouest canadien, c'est la patrie des cowboys. Quoi de plus naturel que de vouloir monter un dinosaurien? Ah, un rodéo pour reptiles géants, c'est ça qui aurait été passionnant. À une époque beaucoup plus récente, il y a 15 000 ans à peine, les animaux ressemblaient davantage à ceux que nous connaissons. On peut s'en rendre compte dans une autre division du parc. Les vieux dinosauriens disparus, une créature bien plus menaçante avait fait son apparition. L'homme. Mais pour les enfants, l'homme n'aura jamais l'attrait de Brontosaure, le plus monstrueux des monstres. Ce plantureux gaillard ne faisait pas le compte de ses calories. Il s'empiffrait jusqu'à peser 65 tonnes. Il atteignait une telle dimension qu'on ne l'imagine guère se traînant hors de son lagon natal, immense baignoire où surnageait son énorme masse. Une façon comme une autre de résoudre le problème de l'embonpoint. Quelle joie pour les enfants de dessiner Brontosaure et tous les phénomènes du zoo de Calgary, où le passé préhistorique revit grâce à John Canerva, le maître des monstres.